nous recevons aujourd'hui Abdou Ndiaye, membre d'ASUD et directeur adjoint de Charonne, une association d'accueil d'usagers de drogue, une association historique, et Fabrice Olivet, membre d'ASUD. Membre d'ASUD aussi. Et qui n'est directeur de plus rien du tout. Directeur de plus rien du tout, voilà. Vice-président. 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 Rédacteur en chef et rédacteur en chef du journal. C'est pas rien quand même. Néanmoins, voilà. Donc voilà, donc là, ce qui nous est apparu intéressant là, de discuter, c'est évidemment l'arrivée d'Éric Zemmour avec toute une équipe de télévision sur la scène du crack. Ça a été quand même quelque chose d'assez étonnant. Cette campagne là qui s'appuie sur le direct et qui débarque sur cette scène avec... on va en regarder un bout parce que ça laisse un peu perplexe. C'est apocalyptique, c'est apocalyptique. Voilà ce que sera la France. Voilà ce que sera la France partout dans 10 ans, dans 15 ans. Là, vous êtes dans la caricature, forcément. Oui, c'est un peu ça l'excès aussi. Cher Jean-Marc, ce n'est pas... Ça, la France dans 10 ans partout. Il y aura des endroits partout comme cela en Il y aura France. des endroits partout. Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Si vous voulez, c'est le nombre, vous comprenez. Quand je vous dis il y a 30 ans, il n'y avait pas ça. Pourquoi? Mais parce qu'il n'y avait pas autant d'immigrés, c'est tout. Et là, aujourd'hui, c'est le nombre. Plus on en aura, et avec M. Macron, ça fera 2 millions d'immigrés légaux, en plus sans compter les clandestins, je le répéterai jamais assez. Moi, ces gens-là seront renvoyés. Donc si vous voulez, l'avenir de la France, si je ne suis pas élu, c'est cela. C'est-à-dire, évidemment, vous avez raison Jean-Marc, pas partout, vous avez tout à fait raison. Seulement, il y aura partout des enclaves qui ressembleront à cela. Et il y aura des murs partout. Vous allez dire, on va voir le mur de la honte. Il y aura des murs parce que les gens essaieront de se protéger. Et les gens feront des murs un peu partout. La France sera des enclaves étrangères avec des murs partout pour se protéger. C'est une évidence que la consommation, que la scène de crack en fait est essentiellement, en tout cas, animée du côté des dealers par des dealers sénégalais que tu connais, que tu fréquentes pour une partie, en tout cas dans le cadre de ton travail. Et c'est une... on peut pas dire que c'est une histoire quand même qui n'est pas compliquée, mais qui a longtemps été... on peut pas dire comme Zemmour, mais elle a été en tout cas niée, relativisée, pas vraiment assumée. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça sur la scène noire du crack à Paris? Revenir sur ce que dit Éric Zemmour, et il y a une partie la première partie est vraie, c'est apocalyptique. Et ça, il faut le dire, cette scène est apocalyptique, c'est un chaos total. Et c'est ça qu'il faut se poser comme question, comment on fait pour qu'au cœur de Paris, on arrive à avoir une scène comme ça, et on me dirait peut-être que le hasard veut que ce soit une scène constituée de noirs, mais c'est ce qui se voit. Des scènes qui sont comme ça, on n'en trouve pas ailleurs que quand il s'agit de problématiques liées à l'usage de drogue doublées par l'immigration. Et donc, le discours d'Éric Zemmour d'amalgamer tous ces noirs dans une forme d'étrangers joue aussi ce rôle-là, de nous faire voir que est-ce que les usagers de crack, s'ils n'étaient pas noirs, on aurait droit à une scène comme ça? C'est une question très légitime qu'il faut se poser. Moi, je pense que non. Je n'ai pas de doute là-dessus. Je pense qu'en partie, ce qui donne ce traitement-là est lié à cette réalité que, qu'on le veuille ou non, la cocaïne basée est extrêmement présente en France. Ce n'est pas le sujet. Le crack est présent dans le nord-est parisien et concerne principalement, pour le deal, une bonne partie de Sénégalais et pour la consommation, des personnes noires d'origine des dom-toms, donc françaises par ailleurs, qu'on ne pourrait pas renvoyer en Afrique, et d'origine subsaharienne et d'autres pays d'Afrique. Qui sont français aussi. Qui sont français, qui font partie de la grande communauté française. Et pour partie qui sont français. Et pour partie qui sont français, qui sont ici en France, qui sont nés ici, ou d'ailleurs qui sont devenus par naturalisation, parce qu'il y a quand même un lien direct entre leur pays d'origine et la France, qui aussi organisent leur immigration vers ce pays. Et donc il y a un aspect culturel de cette consommation de la drogue aussi, qui se joue à travers la façon dont les gens arrivent en France et créent des scènes comme ça. Ou en tout cas se retrouvent cantonnés à des scènes comme ça. C'est quand même de ça qu'il s'agit aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette scène c'est quoi son histoire pour qu'elle soit si... Alors effectivement, c'est une histoire noire. Le crack, c'est une histoire noire. D'ailleurs, on peut aussi préciser que les autres endroits en France où il y a du crack, c'est les départements d'anciennes dom-tom, donc Martinique, Guadeloupe et la Guyane française.
Parce qu'il y a, je pense, un facteur d'identification dans la question des drogues. C'est-à-dire que les gens, dans la question des drogues, comme dans d'autres questions culturelles, n'hésitons pas à utiliser les mots, ils s'assemblent entre personnes auxquelles ils s'identifient. Et l'histoire du crack à Paris, on en avait déjà parlé dans une précédente émission, c'est une histoire qui vient des Antilles, parce que les Antilles sont plus proches des zones de production, et que c'est les Antillais qui ont appris à fumer la cocaïne base, et qui se sont installés dans la région, dans le quartier de Strasbourg-Saint-Denis, qui ont initié leurs frères, donc africains, à cette manière de consommer la cocaïne. Ces Africains qui étaient déjà installés dans les années 80 comme dealers de cocaïne et d'héroïne, à l'époque de la grande époque de la consommation d'héroïne. Et en l'occurrence, il y a aussi l'exemple américain qui surplombe tout ça. Tous ces gens sont aussi fascinés par l'Amérique parce que l'Amérique, c'est la culture noire aussi. Et le crack aux États-Unis, c'est les Noirs pauvres. Et c'est une manière de se faire de l'argent rapide qui concerne une communauté pauvre et qui est certainement moins risquée que le commerce de cocaïne et d'héroïne injectée, qui est quelque chose de beaucoup plus violent. Contrairement à ce que on imagine quand on voit les scènes du crack. Parce qu'effectivement, la scène du crack, c'est apocalyptique, c'est violent, mais c'est violent surtout pour les usagers, ça l'est beaucoup moins pour les dealers. Donc l'explication historique, elle est de ce facteur d'identification à la communauté noire. Et c'est vrai que pendant des années, Abdou et moi, on s'est vus à travers notamment nos missions en Afrique de l'Ouest, et on s'est retrouvés dans des réunions en France pour dire, mais vous savez, il y a peut-être une manière d'appréhender le problème, qui est que c'est une communauté de gens qui ont un peu la même couleur que nous, et bizarrement, cette phrase, en général, tombe dans un silence gêné au milieu d'une assemblée majoritaire de Blancs, qui se regardent en disant « Oh, vous êtes sûr, vous croyez ? Non, il y a des russophones aussi !» Donc là, Zemmour, en fait, il met les pieds dans un plat qui nous intéresse. Voilà. Non, mais d'autant plus que ce que dit Éric Zemmour, il a quand même le mérite de sa franchise, Éric Zemmour. Vous pouvez être en désaccord avec ses idées, et je le suis, mais c'est quand même celui qui désigne ça. En disant on va tous les renvoyer chez eux, il dit clairement tous ces gens sont noirs, donc étrangers. Et étrangers, pas vrai, noirs essentiellement. Et ça amène à une question qui est extrêmement intéressante, qui n'est pas prise en compte d'ailleurs dans la réflexion autour de ce qu'on peut faire sur cette scène, c'est que c'est un lieu de socialisation. Et pour que ça devienne un lieu de socialisation, ça suppose que les gens ont des centres d'intérêt communs et essentiellement culturels. Et c'est ce qui se passe à Forceval aujourd'hui. Il y a ces deux aspects-là. Le côté extrêmement violent qui peut être porté par les usagers entre eux, mais pour tout un tas de raisons aussi, de stigmatisation, de racisme, de toxicophobie, qui sont cumulées et qui à un moment fait que voilà, quand tu mets ces gens ensemble dans un espace aussi chaotique, il est normal que ça donne lieu à ça. Et derrière, des moudous, c'est pas pour rien qu'on les appelle moudous, c'est un nom sénégalais à la base, mais bon, en ce moment, le Sénégal est tendu quand tu dis que les moudous sont des Sénégalais. Tout le monde monte au créneau en disant « Vous êtes en train de dire que la diaspora sénégalaise est constituée que de trafiquants de drogue. » C'est absolument pas ça le sujet. Là, moi, pour avoir été à Forceval et pour y aller régulièrement, je sais que cette communauté est impliquée là-dedans et trouve aujourd'hui, d'ailleurs contrairement à d'autres dealers, une volonté de pacification de la scène. Les moudous ne sont pas aujourd'hui ceux qui sont porteurs de cette violence. Enfin, je veux dire, on entend très très rarement des règlements de compte sur une scène de crack entre deux moudous. C'est quasi rare. On les entend plus dans d'autres secteurs
où d'autres produits sont dealés, de la cocaïne, de l'héroïne, du cannabis, entre autres, mais on l'a moins sur la scène du crack. Et pour d'ailleurs aller dans la violence auprès des usagers qu'évoquait Fabrice, les 2 morts qui ont été identifiées formellement sur la scène sont 2 femmes usagères de drogue. Et la deuxième, le jour de la venue d'Éric Zemmour, mais c'est passé à la trappe parce qu'il était plus intéressant de parler d'Éric Zemmour et de sa venue que du décès de cette jeune femme. Donc là, ce que tu dis, c'est qu'il y a une jeune femme qui est décédée, en fait, quelques heures après la venue d'Éric Zemmour. On l'a appris le vendredi, donc où elle est décédée jeudi dans la soirée ou vendredi. Mais ça devait être ça, l'actualité. C'est la mort d'une femme. C'est la mort d'une femme sur une scène de consommation. La deuxième, c'est pas et la première est morte d'overdose quand même. Enfin, on est dans un pays où on a pris aujourd'hui énormément de choses sur la réduction des risques et voir qu'une gamine de 23 ans est capable de mourir, et c'est pour ça que je trouve que le mot apocalyptique est juste, est capable de mourir sur une scène de conso de crack, par ailleurs, sans qu'on ait pu trouver une modalité d'intervention sur cette scène qui empêche ça, c'est ça qui est dramatique. Est-ce qu'on peut s'attaquer dans ce que tu as dit au travers de la première affirmation de Zemmour? Si on renvoyait ces gens chez eux, et en fait, tous les deux, vous avez constaté qu'en fait, beaucoup de gens sont français, en fait, ici. Ah oui. Sur cette scène, évidemment. Oui. Évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, vous voyez, la France, ça va être ça. C'est la première chose qu'il dit. Ça va être ça. Et alors, bon, qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi le ça? Moi, je pense que le ça, c'est les Noirs. C'est pas la drogue. C'est pas parce qu'il n'est pas débile. Il n'explique pas que à cause de Macron, dans 5 ans, la France serait un gigantesque scène de crack. C'est absurde. Par contre, ce qui frappe, c'est tous ces visages noirs qui déambulent de manière hirsute, un peu comme des zombies. C'est un peu le clip de Michael Jackson. Hein. Et ça, par contre, oui, c'est sa rhétorique. Alors, il peut la masquer, là, en disant, ce qui gêne, c'est le crack, mais au fond, ce qui gêne, c'est qu'il y ait des Noirs. Mais, Voilà. et le ça déshumanise, en fait, les usagers, qui sont noirs, et c'est à ça qu'il y a une connotation raciste, mais moi, je l'entends quand d'autres le disent d'une autre façon. J'ai déjà entendu des gens dire, les usagers de crack sont des êtres humains comme nous. Mais je me dis, mais on a besoin de dire ça? Non, mais c'est assez incroyable. Et je trouve que c'est la même chose. Comme les Blancs. Les des Blancs. êtres humains comme les Blancs. Et je trouve que cette déshumanisation, elle est quelque part dans l'inconscient de beaucoup de gens, mais du fait que, on a rarement entendu ça sur d'autres populations, qu'on en arrive à ce niveau de comparaison où on est à se poser des questions sur notre propre humanité, mais où la leur, c'est celle-là qui est posée. Entre le ça et les usagers de crack sont des personnes humaines comme nous. Comme les gens normaux. Comme les gens normaux. Donc oui, il y a quelque chose dans le discours de Zemmour qui n'est pas une question de crack. Encore une fois, on le dit depuis le début, la scène de Forceval n'est pas un problème de consommation de crack. Et c'est ça aussi l'enjeu qu'il faut faire entendre. C'est pas un problème de consommation de crack. C'est quoi? C'est un problème social? Là, en l'occurrence, c'est clairement un problème d'immigrés qui viennent foutre le bordel, jouer le grand remplacement, envahir la France. De personnes en errance, en grande errance aussi, oui. qui sont marquées. Pour d'autres, c'est des malades dangereux qu'il faut enfermer, psychiatriques, et qu'il n'y a plus de problème. Donc chacun a une définition de cette scène, et le peu de personnes qui vont y voir, et je pense d'ailleurs, c'est peut-être à l'encontre des discours aujourd'hui, c'est qui fait tenir une scène comme ça, dans une forme de paix sociale, très discutable, hein, parce que les riverains pourraient dire non mais on ne peut pas appeler paix sociale ce qui se passe là, reste quand même la consommation de produits. Ça peut paraître très violent pour les riverains, mais sans consommation de produits sur une scène comme ça, la violence aurait été autre. Elle aurait été beaucoup plus importante. Parce que qu'on le veuille ou non, dans la consommation de crack sur ces scènes-là, il y a des bénéfices. Et ces bénéfices-là, les usagers sont les premiers à les préserver. Ils ne viennent pas simplement pour se mettre dans des états de mise en danger d'eux-mêmes et des autres.
Alors c'est d'autant plus vrai ce que dit Abdou que des scènes ouvertes comme ça, il y en a partout en France, qui sont plutôt constituées de personnes blanches, précarisées, en errance ou vivant en squat, mais un peu partout en France, ce qui fait dire à certains journalistes d'ailleurs, oui mais le crack est en train de se diffuser, c'est terrible, on en voit partout, et en fait ce dont ils parlent, c'est des endroits où des usagers qui sont, encore une fois, plutôt de Français de souche très précarisés, se réunissent pour acheter de la cocaïne et qu'ils fument, donc ce qui s'appelle baser la cocaïne. Mais Tu parles de scène ouverte, là, pour des scènes ouvertes, c'est-à-dire des endroits où, dans chaque ville, même dans les petites villes de province, où on sait qu'on peut aller acheter des drogues, en l'occurrence plutôt injectables, ou ce qu'on appelle des drogues dures, quoi. Qui d'ailleurs en général se différencient des scènes du cannabis. Parce que la cocaïne base, telle qu'elle est, elle est très proche évidemment du crack, c'est similaire. C'est la même chose. C'est la même chose. Scientifiquement, c'est la même chose. C'est Pour que ce soit exactement clair. la même chose. Et la cocaïne base dépasse largement la scène de crack à Paris. La cocaïne est basée partout en France. Elle est basée dans des appartements essentiellement, donc on la voit pas. Même au-dessus de Farceval. Hein. Voilà. Non, mais si vous voulez, c'est là où joue vraiment le registre de la discrimination. C'est qu'on n'est pas sur les usagers de crack, c'est pas que l'affaire d'usage de drogue, c'est l'affaire d'une population avec laquelle on n'est pas à l'aise. Mais c'est ça le sujet. Enfin, moi, j'ai essayé d'illustrer ça à un moment en disant, moi, si je me retrouvais en mode débraillé à Forceval, tout de suite, on m'amalgame avec un craqueur. Et on pourrait dire qu'il rentre chez lui et tout se passera bien. Donc il y a quand même le déterminant de la couleur qui est extrêmement primordial dans la compréhension de cette scène et dont personne ne veut parler. Et c'est ça qui est par moments est compliqué. Mais je peux entendre que les gens ne soient pas à l'aise avec ça. Et je m'en rends compte d'ailleurs de dire c'est noir, ils sont noirs parce qu'on est bercé de l'universalisme qui a aussi montré ses limites à un moment. Penser qu'on est tous citoyens et que la différence de couleur n'a plus de sens, c'est absolument faux. Enfin, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, je pense que si les craqueurs n'étaient pas noirs, l'appréhension de la scène aurait été autre chose. Et le traitement qui leur est réservé aurait été autre chose. Alors dans ce spectacle, cette incroyable émission réalisée en direct, surgit une craqueuse. Je propose de la regarder. Confrontée à Zemmour. Vous aviez envie d'interpeller Monsieur Zemmour, on vous a vu, je vous ai vu faire des grands gestes, c'est pour ça que je vous ai fait approcher. Oui. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Ce que je voudrais savoir, vous êtes venu nous voir pour quelle raison? Je suis venu vous voir pour montrer aux Français ce que vivent les riverains ici en plein Paris. Cette situation absolument scandaleuse. Ce vente de drogue à ciel ouvert avec ce camp de clandestins, de gens qui n'ont rien à faire ici parce qu'ils ne devraient pas être en France. Expliquez qui vous êtes, madame, peut-être, et votre histoire. Pourquoi vous vous retrouvez ici, sur ce camp? Parce que c'est intéressant de comprendre l'histoire des gens. Parce qu'il y a derrière les chiffres, il y a des humains. Moi, personnellement, je me retrouve ici. C'est mes parents qui m'ont amené ici, parce qu'ils sont venus travailler ici. Vous étiez de quel pays? Moi, Haïti. Haïti. Alors, je suis venue. Alors, avec mes parents, j'ai été à l'école ici. Mes parents, ma mère, elle travaille le ménage. Hein? Et mon père, bon, malheureusement, il est mort. Hein? Ah, d'accord. Mais il travaille pour le chemin de fer. Ah, d'accord. Bon, voilà. Et vous êtes né ici ou non? Moi, je suis né en Haïti, monsieur. Mais j'ai grandi depuis à l'âge de 10 ans, je suis ici. Aujourd'hui, j'en ai 49. Est-ce que vous avez la nationalité française? Ben, je n'ai pas encore la nationalité française. Et comment ça se fait que vous vous retrouvez dans ce camp? Et vous-même, vous consommez du crack, je crois? Une fois qu'on est ici, il n'y a pas de nationalité, quoi. Il n'y a que des gens qui se rencontrent. Vous consommez du crack? Vous comprenez la drogue? Je consomme du crack, monsieur. Et ce n'est pas quelque chose de très facile à supporter. Que ce soit français ou que ce soit noir, que ce soit n'importe quel pays, quelle couleur, hein, qui consomme le crack, c'est souvent une maladie, un accident qui arrive dans la vie. Et Éric Zemmour, qu'est-ce que vous dites à cette dame? Vous dites, je vous renvoie chez vous? Faut vous soigner, madame.
vous savez... Il faut d'abord vous soigner. Il faut vous savez, la loi, c'est la loi de l'offre et de la demande. C'est l'offre qui crée la demande. Si ici, on se débarrasse des vendeurs de crack, des trafiquants, il y aura moins de... Voici la phrase magique, il faut vous soigner, madame. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on peut commenter et dire de cette séquence ? Mais il y a beaucoup de choses. Une première qui est d'ailleurs ce qu'on appelle l'autostigmatisation, parce que la dame, elle dit les Noirs et les Français, comme si les Noirs ne pouvaient pas être Français. Oui. Et puis après, elle dit d'ailleurs qu'elle va demander sa nationalité. Elle va demander sa nationalité. Mais ça, c'est à force de renvoyer ça aux gens, ils finissent par eux-mêmes intégrer ça. Et elle est haïtienne. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le rapport de la France avec Haïti, mais c'est un autre sujet. Qui est autre chose. Un passé douloureux. Mais voilà. Et l'autre chose que je trouve intéressant dans ce que dit Éric Zemmour, parce que il dit on va vous soigner. Il dit pas on va vous renvoyer. Morandini l'envoie sur la question, mais il répond pas. Mais comme toutes ces personnes qui utilisent les usagers de drogue comme concept, quand on en parle en tant que concept, on peut en faire ce qu'on veut. On l'a vu quand d'autres riverains sont venus avec Morandini confronter la vraie humanité, parce que cette dame, tu peux plus nier son humanité, elle est là, elle est présente, elle est là debout. Le discours change. Tu remarqueras qu'il est nettement moins violent du coup, parce que exactement, quand on voit un être humain... C'est là où effectivement tu vois qu'il est moins violent, parce qu'il ne peut pas dire on va la renvoyer. Enfin, tu vois, là, tout de suite, elle se confronte à l'humain présent. Et le fait d'avoir vendu cette affaire comme concept, les usagers de drogue, et de pouvoir dire ce qu'on veut là-dessus, il faut les envoyer se soigner, il faut les envoyer faire ça, c'est que ça procède, en tout cas moi ce que je pense, de la même déshumanisation. C'est que pour pouvoir en dire ce qu'on veut, on les déshumanise. Mais la phrase clé qui confirme exactement ce que tu dis, c'est quand il met les choses sur la table. C'est ça qui est bien avec Zemmour. Il pose les concepts. Et son concept, c'est un concept de droite classique, qui est un peu partagé par un certain nombre de gens de gauche, d'ailleurs, y compris en addictologie. C'est que le problème, c'est l'offre. C'est l'offre de drogue. C'est quand tu as éliminé l'offre, tu élimines le problème, et donc l'usager n'existe pas en tant qu'acteur agissant. Celui qui agit, c'est le dealer, c'est le trafiquant, alors là, qui est évidemment identifié à l'étranger, mais c'est le concept même de prohibition qui est basé là-dessus. La prohibition, la guerre à la drogue, inventée par Nixon, entre parenthèses aussi pour stigmatiser des Noirs, c'est l'idée que si tu te débarrasses de gens qui proposent de la drogue, tu élimines toute demande, puisque cette demande n'est pas considérée comme responsable. Et en plus, elle est pathologisée par un certain nombre, encore une fois, de discours addictos qui, sans s'en rendre compte, à mon avis, nourrissent complètement cette déshumanisation dont tu parles, puisque s'il s'agit d'une maladie transmissible, bon, c'est l'idée classique des dealers à la sortie des écoles. On installe le produit, donc il se diffuse tout seul, puisque... et une chose qui est dite aussi souvent sur le track, c'est tu fumes une taf et tu deviens dépendant à vie. Mais c'est en même temps, il n'y a que Éric Zemmour pour poser véritablement le problème. C'est-à-dire que si on considère que c'est pas un problème d'offre et que c'est un problème de demande, ce que nous on crie depuis 30 ans, ben là d'un seul coup, ça transforme toutes les données, y compris les données morales. Si c'est d'abord un problème de demande, c'est donc qu'il y a bien une forme de légitimité de cette demande et que ces gens, y compris les craqueurs qui sont au dernier degré, soi-disant, de la déchéance sociale, sont capables de décider quelque chose d'une part de leur vie, y compris de leur consommation. Et qui peut aussi s'appeler, si on veut prendre un terme un peu beaucoup utilisé, de l'autothérapie. C'est qu'aujourd'hui, il y a une confrontation entre deux projets de soins. Celui qui peut être choisi par un usager avec des risques sanitaires réels, c'est-à-dire aller consommer du crack à Forceval, comporte des risques, mais n'en demeure pas moins une décision d'un usager de faire recours à cette pratique pour aller mieux. Ce à quoi on oppose une thérapie, donc un soin, qui suppose qu'il renonce à ça,
qu'il s'embarque dans un sevrage, ensuite des soins de suite, ensuite qu'il ne lui revienne pas sur la scène parce que c'est dangereux, donc on lui coupe de tous ses liens, à la fois de socialisation, de débrouille, de tout. Et ce projet de soins ne marche pas. Il n'est que dans la tête de ceux qui leur veulent du bien, pour dire ça comme ça. On ne se préoccupe pas suffisamment de ce que dit cette dame en disant, vous savez, quand on est ici, qu'on soit noir, qu'on soit français, on vient aussi pour régler une partie de nos problèmes. C'est ça l'enjeu pour eux. Et ça, c'est pas entendable. C'est pas entendable. Toi, ça fait combien de temps que tu es sur la scène de crack à peu près que tu bosses avec? Ça fait combien de temps? Alors, combien de temps? Une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années, ouais, donc Ouais. tu connais bien. Tu as croisé, toi, beaucoup de crackers qui sont sevrés, qui ont arrêté Bien sûr. D'accord. Tu peux nous dire un peu le chemin, les parcours Il n'y a pas de chemin type, mais le crack comme parce que de ce point de vue-là, c'est important de voir aussi comment les professionnels enferment les usagers dans des schémas. Et moi, je l'ai vécu. Hein. J'ai vécu une période où quand on nous disait « il est au crack », tout tombait. Quoi. On se disait « ah ouais, on ne peut plus rien faire ». C'est foutu. C'est foutu. Mais vraiment. Ça, du côté des professionnels. Ah oui, du côté des professionnels. Un truc alarmiste qui te tombe sur la tête comme ça. Et ça procède de la façon dont on te met un produit. On le stigmatise tellement que même toi, le professionnel, ça joue sur toi. Ce qu'on disait des héroïnomanes dans les années Exactement, 80, entre parenthèses. ce qu'on Ça a disait pris des complètement la place Ça a pris, cette du place-là. junkie qui était effectivement aussi irrécupérable. À partir du moment où on a déplacé le curseur, de dire que c'est pas le crack le problème, mais il y a une rencontre à provoquer avec une personne et de cela qu'on va comprendre quelque chose et pouvoir l'accompagner. Oui, on a pu accompagner des craqueurs, mais en plus qui ont passé des nuits et des nuits à Stalingrad ou à Port-de-la-Chapelle et qui sont passés à autre chose parce qu'ils en étaient là. Encore une fois, ils voulaient ou elles voulaient à un moment passer à autre chose. Là, ce qui se passe avec cette offre de soins qui n'est pas une offre même, c'est une injonction de soins, c'est qu'on crée un chaos, parce que c'est aussi ce qu'il faut rappeler sur Forceval. Stalingrad a été, on va dire, récupéré, occupé par les usagers progressivement. Forceval est peut-être une des premières scènes qui a été organisée par l'État pour les usagers. Enfin, quand Eric Zemmour dit on vend de la drogue à ciel ouvert, mais Forceval est une création de l'État. C'est pas un hasard. Les usagers ne sont pas réveillés dans un mouvement parce qu'on sait qu'il y a des itinéraires, il y a des parcours d'usagers qui peuvent faire que des zones soient stratégiques, on s'y pose. Forceval est l'exception, qui est que c'est l'Allemand qui l'a créé. C'est Didier Lallemand qui a créé Forceval. Donc s'il y a aujourd'hui une scène où on dit on vend de la drogue à ciel ouvert, on s'interroge qui a créé cette scène. L'allemand qui n'est pas le peuple germanique, c'est le préfet de Paris. Hein. Donc c'est pas encore la faute des Allemands. Non, mais moi je connais des gens qui ont décroché du crack en 24 heures. Je suis pas provocateur en disant ça. Je connais des gens, d'A-Sud d'ailleurs, qui étaient des habitués de la scène du crack, qui ont pris le train, qui sont partis en province. 24 heures après, ils ne prenaient plus de crack et ils n'ont plus jamais pris de crack, en tout cas pendant un certain nombre d'années. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à la différence des opiacés, ça ne provoque pas de syndrome de manque physique et c'est énorme. C'est énorme. Toute notre réduction des risques est basée encore maintenant sur cette idée du rapport avec les opioïdes qui provoque un symptôme de manque, qui explique que la place particulière prise par les produits de substitution, qui sont en fait une manière, en gros, de fournir légalement le stupéfiant. Mais tout ça, ça ne fonctionne pas du tout avec les psychostimulants, et notamment avec la cocaïne, d'où des problèmes plus compliqués, mais quelquefois plus simples, parce que quand les gens sont dans la démarche que Abdou décrit, c'est-à-dire qu'effectivement, une partie d'eux-mêmes ont décidé de rompre avec tout ce qui est compliqué là-dedans et qui n'est pas le produit, la question du produit pour la cocaïne est
plus simple physiologiquement. D'accord. Enfin, j'imagine qu'il y a beaucoup de polytoxicomanie, évidemment, quoi. Évidemment. Sur des scènes comme ça. Oui. Et d'ailleurs, on ne le dit pas assez, la plupart des usagers arrêtent par eux-mêmes. Enfin, je veux dire, la plupart des usagers arrêtent par eux-mêmes. Reste quand même une grande partie qui a cumulé tellement d'autres formes de précarité et de vulnérabilité qu'on se rend compte que voilà, c'est ce qu'on peut voir. Forceval, si tu veux, cette scène, il y a deux mouvements. Il y a le mouvement sédentaire, et ça c'est vraiment ceux qui, pour beaucoup, n'ont pas d'autre issue. Et tu as un mouvement d'aller-retour de centaines de personnes sur cette scène qui ne font ni de nuisance, qui ne font ni de violence, de quoi que ce soit, qui viennent ou choper du produit rapidement et repartir, ou le consommer et pouvoir s'extraire de la scène à nouveau. Ouais, et qui ceux-là restent pas sur la scène, qui viennent juste et qui passent. Ouais. Oui, et ceux-là sont effectivement invisibles parce qu'on reste sur le noyau dur qui est à Forceval et qui alimente la vie de la scène quotidiennement. Alors il y a toujours cette énigme un peu des Modou, qui sont sénégalais donc, et qui, pour certains, pour beaucoup, appartiennent à une confrérie, les Mourides. Et donc c'est un petit peu qu'est-ce que tu peux nous dire, par exemple, de ces Modou? Comment est-ce qu'ils perçoivent, si tu es en contact avec eux, en tout cas, comment ils perçoivent cette situation? Et comment, par exemple, dans ce qui a été organisé par l'Allemand, comment est-ce qu'ils font? Ils suivent? Ils ont suivi? Parce qu'on dit que les crackers suivent les Modou, mais c'est les Modou qui suivent les crackers suivent les Modou? Est-ce que c'est l'œuf et la poule? Parce que comment l'Allemand a fait venir les Modou? Il a juste déplacé les... Il a déplacé la demande, du coup. L'Allemand a déplacé ce qui était au jardin des Halles. Il a garé des bus, il a dit, vous rentrez, vous y allez. Mais en le faisant, d'ailleurs, les Modou aussi sont noirs. Donc un Modou et un cracker, on peut ne pas pouvoir faire la différence quand on dit les crackers montés. Je pense qu'il y a des Modou qui montent et voilà, ça passe. Ça a des avantages. Mais enfin, plus sérieusement, les Modou, entre autres, ont investi et se sont installés tranquillement à Forceval, mais vraiment, mais encore une fois, parce que, vous savez, dans la question des drogues, il y a beaucoup la question des territoires. Là, il y a un territoire quand même qui est déterminé par l'État. Enfin, c'est qu'ils n'ont pas besoin de se battre pour dire, je suis sur tel territoire, ils arrivent, on leur a dit, il y a un square, ils se sont installés, ils avaient déjà la clientèle, parce que c'est les mêmes qui étaient à Forceval, c'est pas un arrivage de nouveaux Modou. Donc, ils ont commencé à vendre et à se saisir de la main-d'œuvre existante, c'est-à-dire toutes les personnes qui peuvent être par moment sollicitées pour revendre du crack et reprendre du bénéfice. Et c'est ça qui fait que ça devient un chaos. Donc, tu as des jeunes migrants qui sont là, tu as des jeunes qui n'avaient pas forcément d'activité, tu as des jeunes, de plus en plus, que décrivent d'ailleurs certains usagers nigérians, ghanéens, qui n'étaient pas des pros du deal de crack, mais qui maintenant se font affilier à des Modou qui leur filent de la thune et qui revendent, enfin, du crack et ils revendent. Mais juste déconstruire quelque chose, il n'y a pas un Modou qui rentre au Sénégal avec une fierté de dire je suis Modou en France. Personne ne rentre au pays en disant voilà, les gens peuvent le soupçonner parce que le mode d'enrichissement peut être tellement rapide par rapport à des gens qui sont sur de petits boulots qu'on se dit quand même. Enfin, ceux qui rentrent au pays très rapidement avec de l'argent sont souvent soupçonnés d'avoir vendu de la drogue. C'est classique. Mais on les appelle pas les Modou. Ce mot n'existe pas au Sénégal. C'est quand même dingue qu'un mot pour désigner un dealer qui est en plus en Wolof n'existe pas dans l'environnement de la drogue au Sénégal. Qu'est-ce qu'il veut dire d'ailleurs en Wolof En Wolof, tu peux dire tout, mais si tu descendais à Dakar, tu dis je vends un Modou parce que tu cherches du produit, jamais tu aurais du produit. Mais qu'est-ce que ça veut dire en Wolof, Modou? Tu dis dealer, c'est fou d'ailleurs, parce que tu descends à Dakar, tu dis je vends un dealer, tu trouves plus facilement qu'en disant je cherche un Modou. Mais tu vois, on te dit ça n'existe pas. Enfin, c'est une création, c'est une activité, on va dire, délocalisée. Pour s'appeler Modou, c'est déjà une activité délocalisée. Ça s'appelle un dealer. C'est tout con, mais ça s'appelle un dealer à Dakar et à Abidjan et dans les autres villes. Alors,
il y a une grande confrérie mouride, et on ne peut pas faire l'amalgame. Enfin, et la ville de Louga, d'où viennent beaucoup de Modou, est aussi une ville assez marquée par cette confrérie et d'autres confréries religieuses. Mais penser qu'il peut y avoir un système organisé religieux pour pouvoir promouvoir la vente de drogue n'est pas vrai. Qu'il y ait une forme d'hypocrisie sur l'origine de l'argent, certainement, mais personne ne rentre au pays en disant « je me suis fait ma vie, j'ai gagné de l'argent parce que j'étais dealer ». Parce qu'il y a quand même un poids social, un jugement moral très très fort au Sénégal sur la drogue qui ferait que tu serais rejeté. Ne serait-ce que ça. C'est que, voilà, il y a... Enfin, avec Fabrice, on a vu ce que ça donnait quand on parlait de drogue et juste de droits humains. Enfin, par moment, les retours qu'on pouvait avoir. Donc, il y a encore un poids moral. Et le Sénégal est 95% musulmans. Donc, et les musulmans ne peuvent pas concevoir qu'un usage de drogue et sa vente puisse générer de l'argent qui pourrait, par exemple, si c'est connu, construire une mosquée ou faire une œuvre sociale. D'accord, donc en fait, il faut tordre le cou à l'idée que c'est un complot qui est mené par le Sénégal, par je ne sais quelle confrérie. C'est vous qui disiez que vous avez entendu ce genre de choses Oui, mais je pense qu'il y a d'autres gens que Éric Zemmour qui sont d'extrême droite en France, et donc pour qui ont un discours plus subtil, qui connaissent un peu la situation du crack à Paris et qui vont effectivement expliquer les choses en les intellectualisant plus, disant oui, effectivement, mais c'est le truc classique, tu sais, de l'islamisme politique qui est financé par la drogue, en fait. On revient à ça, parce que c'est quand même ça les deux manières de stigmatiser les Noirs et les Arabes aujourd'hui, hein. T'as une mâchoire islam politique, une mâchoire drogue. Bon, là, régulièrement, tu as des journalistes qui s'acharnent à vouloir t'expliquer que de toute façon, c'est la même chose. On sait très bien que les mosquées sont financées par l'argent de la drogue. Bon, bah là, c'est les confréries mourides. Mais moi, je voulais revenir sur ce que tu as dit. Je pense que la police a organisé le déplacement des Modou en toute connaissance de cause. Moi, je crois que faut aller plus loin. Que ils ont, je dirais, c'est l'inverse. C'est peut-être qu'il y a quelques craqueurs qui se sont glissés dans le bus en même temps. Mais le but, c'était bien de déplacer les Modou parce qu'ils savent très bien que déplacer les Modou, c'est déplacer la scène. Et je trouve, c'est important. C'est bien dommage que finalement, on mette pas les cartes sur la table comme Zemmour le fait. Il faut lui rendre hommage. Parce que si on disait les choses comme ça, rendre hommage à Zemmour et tout ça. Absolument. Si on dit, comme pour le grand remplacement d'ailleurs, parce que je pense que c'est une manière de mettre les choses sur la table. Si on disait les choses comme elles se passent, à savoir que c'est pas un problème de sécurité la drogue. Quand c'est dépénalisé, la police a dépénalisé Forceval parce qu'elle sait très bien que c'est pas que la violence ne provient pas d'un problème de drogue. Donc, on déplace les Modou en toute connaissance de cause parce qu'on sait que c'est une manière de faire bouger les usagers de manière pacifique. Et ensuite, on n'emmerde pas les gens quand ils vendent, voire même quand ils consomment. Oui, voilà. C'est ça la réalité des choses. Et ça, ce n'est jamais dit. Jamais, jamais. Oui. La seule qui est d'accord avec moi, c'est Bénédicte Desforges, l'ex-lieutenant de police, avec qui on fera certainement une émission, qui fait ce constat que, oui, sur la scène du crack, il n'y a pas de problème de police, sauf des problèmes extérieurs à la question de la consommation et de la vente. Mais exactement, mais ce qu'elle dit est très juste. Aujourd'hui, une voiture de police garée à Forceval ne s'occupe pas des gens qui consomment. C'est pas le sujet. Il faudrait qu'il y ait une bagarre ou un acte qui soit un peu plus répréhensible pour qu'ils interviennent. Mais ils ne vont pas intervenir parce que quelqu'un est en train de consommer de la drogue. Donc oui, on a d'une façon insidieuse ou hypocrite dépénalisé l'usage de produits sur cet espace. Ce qui dépasse un peu peut-être ce qu'ils voulaient en faire, c'est que la scène a aussi ses réalités qui fait que par moment, des usagers, pour pouvoir
consommer tranquillement, vont en sortir ou s'éloigner un peu, ne serait-ce que pour sécuriser leur conso. Et c'est ça qui fait qu'elle grandit et qu'on reste sur l'idée que, ah, vous voyez, c'est là, demain, ce sera tout le 18e ou tout ça. Mais non, c'est les réalités de la scène. Et s'ils avaient été suffisamment sécurisés pendant cette consommation, d'autres sortiraient moins d'ailleurs de la scène pour aller, si les policiers étaient un peu plus proactifs, c'est-à-dire s'assurer que ça se passe bien et pas attendre l'esclandre pour réagir, peut-être qu'il y aurait des choses qui se seraient ajustées. Et on ne parle même pas des autres activités qui existent par ailleurs, sur lesquelles on essaie de fermer les yeux, qui sont les activités de prostitution. Parce que sur quand même cette scène, il y a aussi des populations plus vulnérables que d'autres, et c'est les femmes. Mais ce que je trouve, c'est très intéressant parce qu'en fait, on voit bien que la répression ne démarre que quand il y a un enjeu de stigmatisation politique d'une population qu'on veut mater. La scène du crack, c'est des gens qui sont tellement désocialisés, qui sont tellement à un bout de la chaîne que finalement, c'est plus important, il faut contenir plutôt. C'est un truc de contention, donc il faut les contenir pour que ça déborde pas. Alors évidemment, ça déborde avec les riverains, et d'ailleurs, on parle plus de ça que de la dame qui est morte, comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc une dame meurt d'overdose, on n'en parle pas. Par contre, après... Une jeune femme, non? C'est ça que tu veux Oui, parler. c'est ça. Ouais. Par contre, Zemmour, il fait 20 minutes avec les nuisances endurées par les riverains. Et à l'autre bout de la chaîne, à l'autre bout du spectre social, tu as les personnes insérées de centre-ville blanches qu'on n'emmerde pas non plus, qu'on laisse consommer, qui consomment dans leurs appartements, qui achètent dans des circuits totalement sécurisés, voire d'ailleurs quelquefois qui passent des coups de fil en banlieue pour avoir des Noirs et des Arabes qui leur livrent du produit en toute sécurité. Et ceux sur qui on va taper, c'est l'entre-deux. C'est effectivement les gens qui sont identifiés comme les vendeurs de drogue. On revient à la logique de Zemmour, le problème c'est l'offre. Alors là par contre on peut se déchaîner. Et ils sont indéfendables du point de vue moral. Là, toute la logique de répression s'abat sur cet entre-deux-là. Alors que voilà, c'est quand même assez fascinant de voir que finalement quand on arrive dans ces zones de pauvreté extrême, là, la répression, finalement, n'a plus lieu d'être, puisque de toute façon... Non seulement elle n'a pas lieu d'être, mais en fait, là, Morandini, en fait, s'étonne et répète je ne sais pas combien de fois, ils sont derrière un entrepôt. Il y a un entrepôt de véhicules de police, en disant que ça se fait sous les fenêtres de la police. Voilà, ça paraît être un scandale. Mais ce qui est frappant sur la scène, c'est qu'en fait, c'est que la présence policière ne dissuade en rien. Pas la consommation. Pas la consommation. Et elle n'est pas là pour ça. Elle n'est pas là. Et c'est entendu y compris avec les policiers entre eux. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, il y a comme un abandon. On baisse les bras. Enfin, ça consomme. Il n'y a pas de peur d'un côté de la police. Pas certainement à des endroits, mais la consommation pour un cracker, voilà, elle se fait là où elle peut. Qu'il y a un flic à côté et tout, ça pose pas de problème. C'est vraiment un endroit très singulier pour ça, je trouve, la scène de crack. Mais je voudrais revenir un peu sur les mots doux. Parce que comment ça s'est passé la rencontre, en fait, entre les mots doux et le produit? Pourquoi le produit enfin, pourquoi ça a attiré? Et comment ça se passe, surtout? Ce sont des jeunes gens qui viennent du Sénégal, qui viennent vendre? C'est des gens qui auraient pu se livrer à d'autres activités, bien sûr, j'imagine, commerciales? Oui, c'est pour ça que ce serait... c'est quand même une curieuse découverte. Ce serait un mauvais procès à la confrérie mouride de penser que c'est les mots doux qui l'alimentent. Elle est alimentée depuis des siècles par des immigrés qu'on appelle Modou Modou d'ailleurs, c'est pas pour rien. L'immigré sénégalais s'appelle Modou Modou, de fait. Et Modou peut être aussi perçu comme immigré, tout court. Elle n'a pas cette connotation-là. Et cette communauté-là, c'est les mêmes qui vendent des tours Eiffel au Trocadéro, c'est les mêmes qui, en Italie, un peu partout sur les plages, qui vendent des trucs. Et la rencontre, et Fabrice la décrivait très très bien, est arrivée par cette proximité de couleur de peau et d'objets culturels entre ces deux populations-là, qui a fait que progressivement, les Sénégalais, en tout cas, ont pris une part de marché là-dedans, relativement bien d'ailleurs, c'est-à-dire sans guerre de territoire, sans guerre de... Ils n'ont pas eu la défense de territoire. Non.
Non, d'ailleurs. Sur le crack, il n'y a pas eu de tension avec d'autres. Il y a des tensions, mais pas de cette logique-là. C'est beaucoup moins violent, encore une fois, que les questions de trafic de cannabis. Et même les questions que moi j'ai pu connaître à l'époque de l'héroïne et de la cocaïne, où il y avait déjà des dealers africains, pas seulement sénégalais d'ailleurs, qui là, effectivement, subissaient des braquages, où il y avait effectivement des affrontements avec d'autres communautés, avec les Tunisiens, etc. Rien de comparable avec les rapports qu'il y a entre Modou. Et les jeunes qui arrivent là-dedans, pour beaucoup, quand même, partent... quand on a traversé la Méditerranée, on a un mode scrupule à vendre du crack, quoi. Faut pas déconner. Enfin, c'est juste ça aussi qu'il faut se dire. Quand on a vécu la violence de certains quartiers, quand on s'est mangé la Méditerranée, on débarque ici, il n'y a rien qui se présente, parce que tu ne peux pas bosser, tu n'as pas de papier, tu ne peux rien faire. Faut pas déconner. Enfin, faut à un moment aussi entendre qu'il y a une possibilité, c'est de l'opportunisme pour beaucoup. Et puis il y a une demande. Il y a une demande qui est là, qui peut être satisfaite. Les gens vont dedans. Et il ne faut surtout pas penser que c'est de l'argent facile. Ça aussi, c'est un faux procès que de penser que venir vendre la drogue, c'est de l'argent facile. Non, c'est quand même un lieu extraordinairement violent. C'est violent. Mais pour les usagers. Et pour les usagers. Et certainement pour les Modou. Pour les Modou, du point de vue de la police. Du point de vue de la police. Parce que, encore, là aussi, je pense que les peines... Moi j'ai entendu, et c'est vraiment, j'ai entendu un procureur dire un jour, moi en vendeur de cannabis ça va, mais alors en vendeur de crack, je dis mais d'où madame, vous décidez, vous madame la procureure, que vous devriez sanctionner plus lourdement quelqu'un qui vend du crack, un stupéfiant, qu'un autre. Oui, c'est important de préciser les choses parce qu'effectivement, quand on dit que la scène est dépénalisée, d'abord, c'est une situation particulière là de crise parce qu'il faut encore une fois contenir les gens. Mais par ailleurs, il y a toujours quand même l'épée de Damoclès qui est qu'à n'importe quel moment, la police peut choisir de te prendre toi, monsieur ou madame machin, et de te mettre en prison pour de longues années parce qu'effectivement, il y a en plus ce critère moral de la justice va prendre un malin plaisir de dire que c'est plus grave de vendre du crack qu'une autre drogue, alors que la loi de 70, elle est mise à égalité. Mais c'est ça qui est difficile à percevoir, en fait, quand on en parle de l'extérieur, hein, c'est qu'effectivement, ça reste le monde de l'arbitraire absolu. Avec un bras qui s'appelle la loi de 70, qui peut permettre d'exercer, effectivement, une discrimination, mais en toute impunité. En fait. Sur qui elle choisit de réprimer. J'en parlais récemment avec les gens qui s'occupent des Technival, par exemple. Et en fait, on faisait cette comparaison du fait que les populations qui fréquentent les Technival, qui sont plutôt des populations blanches, classe moyenne, en général, ne sont pas emmerdées sur la question de drogue, ni sur la question de trafic, ni sur la question de consommation. Par contre, elles sont emmerdées, elles sont réprimées sur la question de l'installation, du son. Il y a eu toutes les histoires avec le Covid. Et là, il y a de la répression parce que, toujours pareil, ça gêne le voisinage. Et dans ces cas-là, la personne avec qui je discutais me disait que la police peut utiliser exceptionnellement l'argument de la drogue, comme par hasard, comme ils l'ont fait avec Technoplus, par exemple, qui posait des problèmes politiques en revendiquant un peu trop la légitimité de ces espaces festifs. Donc, on essaye de les attaquer sur la drogue. Mais on voit bien à chaque fois comment c'est une forme de prétexte. Finalement, personne n'y croit. Ça qui est terrible. Parce que là, en fait, quand on regarde Zemmour, ça a toujours l'impression, voilà, j'ai mis les pieds dans le plat, je vais vous dire la vérité, je vais vous dire la réalité telle qu'elle est, regardez, moi je viens, je suis courageux. Mais en fait, c'est un jeu de dupes. D'ailleurs, la première toxicomane sur laquelle il tombe, il n'est plus la question de la renvoyer, on est plutôt embêté. La plupart des gens qui sont ici sont français, ou en tout cas une grande partie. Donc, de fait, son idée de dire... Je crois qu'il est le moins hypocrite de... C'est moins hypocrite, ça, tu penses ? Je pense que lui est moins hypocrite que beaucoup d'autres qui, par contre, ont compris
des choses, parce que je pense qu'il ne comprend pas grand-chose de Oui, son je frère. crois qu'il comprend rien. Il parce comprend que ça, rien. Ça l'intéresse pas ça. de toute Ça façon. l'intéresse pas, il n'y comprend rien, je pense. Hein. Mm. Alors que d'autres ont Mm. compris les choses et sont capables de tenir un discours beaucoup plus hypocrite. C'est ce que je pense. Ça, c'est... Je ne porte... Enfin, je n'ai pas besoin de dire ça. Je ne porte absolument pas Éric Zemmour dans mon cœur. Mais je pense qu'il est plus honnête et franc en disant ce qu'il dit que d'autres qui connaissent exactement cette scène du crack depuis 30 ans, qui la connaissent et qui connaissent les ressorts sur lesquels on pourrait travailler plus sérieusement pour que les choses changent et qui ne le font pas et qui vont avoir un discours apitoyant, l'usager, l'irresponsabilisant, le trouvant vraiment ayant besoin d'aide et pas de droit. Mais ceux-là me sont plus insupportables. Mais c'est le discours colonialiste. Excuse-moi. On va y arriver. Non, c'est le discours condescendant classique qu'on a avec les indigènes. Exactement. Excuse-moi. Oui. Parce que la personne dont vous parlez sont des personnes qui sont du côté du soin ou de la réduction des risques. Bien sûr. Vous parlez de ça. Bien sûr, c'est beaucoup plus confortable pour la société blanche, je suis désolé, il faut le dire comme ça, d'avoir cette position verticale, empathique, d'avoir... Enfin, c'est le bon, je dis toujours, Toubib, hein, Toubib, ça vient de là. Hein, donc, il y a une instrumentalisation de la question médicale comme une forme de contrôle social terrible, alors qu'on connaît très 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 bien dans les addictions. Donc, ce que tu dis, Abdou, c'est ça aussi. Hein, oui. Et moi, cela me semble plus... Enfin, en tout cas, j'ai plus de mal avec cela qu'avec Éric Zemmour, qui, je suis certain, ne comprend rien à ce qui se passe là. Enfin, en tout cas, surtout, c'est pas son problème. C'est pas son problème. Tout. Lui, il a vu une opportunité de mettre sous les yeux des Français ce scandale qu'il ne peut pas dire quand il va à Gare du Nord, par exemple. Parce que s'il allait à Gare du Nord et en disant il faut mettre tous ces gens dehors, parce qu'ils sont tous noirs, bon, beaucoup de gens le pensent. Hein. Quand ils disent le grand remplacement, c'est ça qui mais de la même façon qu'une scène ouverte avec un autre produit que le crack n'aurait pas eu d'intérêt pour Éric Zemmour. Parce que ce serait majoritairement des gens blancs et donc potentiellement français. Ils ne pourraient pas dire renvoyez-les chez eux et l'affaire est réglée. Son quand même fond de commerce, c'est l'immigration et la rémigration. Donc autant choisir une scène avec des noirs et t'as pas besoin de t'emmerder outre mesure. Enfin, excuse-moi du terme, mais c'est un peu ça. Tu regardes les noirs, tu dis qu'ils rentrent tous chez eux. Et je pense très peu de monde s'est interrogé la question, s'est posé la question de mais sont-ils tous immigrés? Ça allait de soi, quoi. Pour beaucoup, c'est... Sinon, ce qui l'intéresse, ce qui l'obsède toujours, c'est les fameuses territoires perdus de la République. Oui. C'est-à-dire, mais là, effectivement, il ne peut pas y mettre les pieds. Il ne peut pas aller dans un quartier nord à Marseille pour aller se pavaner au milieu des... Parce que là, il y aurait le même ressort pour lui de voir... Enfin, ce serait avec les Maghrébins, mais bon, de toute façon, c'est quand même ça son objet. C'est qu'en fait, votre position, elle est votre position, c'est de considérer que les crackers, on ne peut pas regarder les crackers uniquement comme des victimes, ou seulement comme des victimes, ou seulement comme des malades, qu'il y a là une part de responsabilité, que c'est à cette part de responsabilité qu'il faut s'adresser, c'est-à-dire à ce qu'il y a, à l'individu qui est là sous la forme du cracker, de l'usager, etc. Donc ça, c'est un discours qui s'oppose effectivement, me semble-t-il, en tout cas à pas mal de Blancs qui disent à un moment donné, mais ces gens sont malades, ces gens, beaucoup de problèmes aussi sur la scène, je ne sais plus à combien c'est de pourcentage, mais c'est énorme, parmi les usagers de crack. Usagers de crack sur la scène, hein, j'entends. Hein. Ouais. Mais néanmoins, il faut s'adresser à eux. Il faut s'adresser à eux, il faut conserver aussi, parce qu'il n'y a pas d'autre choix, en fait, en réalité. Mais... Alors oui, moi en termes de réduction des risques, il n'y a pas d'autre choix. Ben oui. Enfin, tu ne peux pas faire autrement. La réduction des risques peut se traduire autrement. On aurait pu choisir de faire de la réduction des risques à Forceval plutôt que de proposer du soin inaccessible, inapproprié, qui n'intéresse pas grand monde. Enfin, ça, c'est des choix, par exemple. Et je pense que là où je disais, il y a d'autres autorités qui ont connaissance d'une réalité et qui prennent des choix qui vont à l'encontre de ça. Pour moi, venir avec un projet de soins ficelé à Forceval, c'est remettre la stigmatisation sur les usagers, parce qu'il va dire, vous voyez, ils ne veulent pas se soigner. Vous voyez, on essaie de les soigner, mais ils ne veulent pas se soigner. Alors que la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on y apporte ?
De quels soins ont-ils besoin? Et je défie quiconque, si on faisait un travail de recueil des besoins, de donner correctement des besoins des usagers, ils sont capables de dire ce qu'ils veulent. Ils le disent d'ailleurs très régulièrement. On veut avoir une sécurisation de nos vies, y compris quand on décide de consommer des drogues, et ça ira beaucoup mieux. C'est-à-dire un toit. Un toit, oui. Bah oui. Qui parlait de cette expérience qui avait eu lieu sur une scène de crack, où elle avait fait loger des gens, où l'expérience avait été de reloger des personnes. Oui, ça a été le. Ça, c'est l'expérience qu'elle avait fait avec les riverains quand il y a eu la dernière crise, d'ailleurs, où tu avais fait cet excellent documentaire. Là, à la suite de ça, il y a eu tout un travail fait avec les associations de quartier qui étaient pour faire de la réduction des risques. Elle avait fait un recueil des besoins de la scène. Mais je pense que le mot qui manque dans tout ça, c'est expérience communautaire. Ben oui. C'est aussi bien du point de vue des riverains, d'ailleurs, que des usagers. Et d'ailleurs, parce qu'on a eu la chance, ou la malchance, je ne sais pas comment le dire avec Fabrice, de voir des scènes de crack à Abidjan, par exemple. Mais où on est moins en insécurité que sur des scènes à Paris, quand même. Il y a effectivement une grande précarité, incontestablement, mais on n'a pas ce qu'on a à Paris. Et pourtant, c'est aussi du crack. Enfin, oui, c'est du crack et de l'héroïne. Et de l'héroïne. Donc ici, tant qu'on ne veut pas aller voir qu'est-ce qui fait que des gens ont envie de se retrouver dans un espace apocalyptique pour consommer des drogues, parce qu'ils ont un bénéfice, et quel est ce bénéfice, et comment on peut faire pour qu'ils continuent à avoir ce bénéfice avec le moins de risques, on n'arrivera à rien. On n'arrivera à rien. Enfin, je veux pas évoquer des choses dans mon travail parce que de ce côté-là, effectivement, il y a beaucoup de désaccords sur ce qu'on peut offrir et proposer aux gens. Et on a fait des expériences d'offres de soins qui n'ont donné rien, enfin, qui n'ont absolument rien donné parce qu'on n'est pas d'accord sur quel est le soin. Mais quand je dis expérience communautaire, donc ça, effectivement, si on se réfère à ce qui se passe dans les fumoirs, c'est donc quelque chose qui viendrait de l'intérieur de la communauté. C'est-à-dire quelque chose qui s'est auto-organisé, y compris en matière de sécurité de consommation, sécurité d'approvisionnement. L'insécurité des fumoirs, elle vient plutôt de l'insécurité alimentaire, pathologique du fait des maladies, mais qui existent aussi pour les gens qui habitent autour. Et c'est plutôt ça le scandale de la Côte d'Ivoire, c'est que les gens sont largement aussi pauvres autour, alors que là, ce qui fait contraste, c'est que les gens, ils sont alors bon, bien sûr, c'est pas des bobos richissimes, mais enfin, il y a un abîme extraordinaire entre la communauté des gens qui habitent autour et les gens qui vivent sur la Seine. Ok. Je propose de regarder juste la fin de cette jeune femme-là, qui va essayer de se battre pour se faire entendre. Ouais, juste ça. Et puis, on finit avec quelques commentaires sur les difficultés qu'elle rencontre pour se faire entendre. Il y a des services savez de que traitement. ce qu'on me donne pour me soigner, ça me met 2 fois plus en manque. Vous savez, madame, On me donne du je n'ai pas de solution miracle. On me donne une Ce que je substitut. dis, c'est qu'il faut vous soigner. Oui. Juste ça, sur ça. Ouais. Donc, apparemment, ce qu'elle a l'air de dire, c'est qu'on lui donne du Subutex. Et que ça, c'est, quand je disais, la réduction des risques est organisée sur quelque chose qui est fini depuis 30 ans. Enfin, qui est fini. C'est l'épidémie d'héroïne, quoi. A organisé tout l'espace de la réduction des risques, y compris sur le plan conceptuel, ce qui fait que la plupart des CARUT sont basés sur le nombre de seringues qui délivrent, alors qu'il y a beaucoup moins d'injections aujourd'hui, et sur la consommation d'opioïdes, le Subutex étant un traitement de substitution. Or, ce que cette dame a l'air de dire, c'est qu'elle n'était pas consommatrice d'opioïdes. Et donc, si quelqu'un l'a reçue dans un cabinet médical en disant « vous êtes toxicomane, donc je vous prescris le traitement qui existe pour les toxicomanes, c'est de Subutex, donc un opioïde », il l'a rendue dépendante aux opioïdes, en plus d'être de consommer du crack. C'est d'autant plus possible que je pense que c'est tout à fait probable.
parce que les deux populations, évidemment, se mélangent. Il y a une intersection, notamment de la part des russophones, là, qui sont souvent des consommateurs d'opioïdes qui consomment par ailleurs de la cocaïne et donc qui vont utiliser le crack, pour le coup, par voie intraveineuse, donc eux, ils collent parfaitement à la manière dont la réduction des risques est organisée. Mais cette dame-là, enfin, je sais pas, je parle sous ton contrôle. Oui. Et ce qu'elle dit est d'autant plus... Enfin, pour le coup, je l'ai même entendu il n'y a pas très longtemps sur une formation réduction de risque où on m'a rapporté, et c'est des professionnels, des prescriptions de Subutex pour des gens qui sont dépendants au crack. Mais vraiment. Des prescriptions de généralistes Non, de médecins, d'addictologues, de médecins de XAPA. Et je leur ai dit que c'était... c'était très... Enfin, je trouvais que c'était d'une culpabilité éthique indescriptible, parce que c'est quand même dingue d'arriver à ce niveau-là d'incompétence. C'est pas de l'incompétence. Non, parce qu'ils vont te justifier ça médicalement, je suppose. Ça autrement, en disant oui, ben en même temps, ça permet d'apaiser ici. Ou par malheur, la pauvre, quand on a fait un test urinaire, il y avait un bout d'opiacé qui traînait là. On se dit, oh, allez, on y va. Mais c'est pas par. Je ne suis pas sûr que ce soit que par incompétence. Je pense que dans certains cas, on a du mal à avouer notre incapacité à régler des problèmes, notre limite, parce que c'est aussi ça, le corps soignant, c'est la toute-puissance, hein, il ne faut pas l'oublier, et par moments, on a du mal avec ça. On est en train de tout faire là pour essayer de trouver un substitut au crack. Oui, ça c'est la grande utopie ça, aussi. Comme la grande espoir, oui, parce que déjà il y a des enjeux, derrière, il y a des enjeux financiers aussi, énormes, et là il faudra qu'on fasse une émission spécifiquement là-dessus. Alors que je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on a trouvé en réduction des risques, si on arrivait à le développer dans une démarche communautaire, c'est-à-dire ne serait-ce que parler davantage des consommations sans jugement, c'est-à-dire si on avait la possibilité d'avoir des temps d'échange, y compris avec des gens en train de consommer du crack, sur ce que vient jouer ce produit, ce que vient jouer cette consommation, et réduire l'incidence de leur précarité sur bien des aspects, que ce soit les revenus, le toit, la bouffe, la possibilité d'avoir du taf, on aurait considérablement géré une bonne partie des méfaits du crack. Mais j'ai absolument pas de doute là-dessus. On n'a pas besoin de créer des molécules supplémentaires et des centres de soins spécialisés où on va enfermer des gens. Si on faisait ça, on réduit, mais de façon extrêmement importante, les méfaits du crack chez les usagers. Je ne parle pas des choses qu'on prête au crack et qui ne sont pas des affaires du crack, mais chez les usagers, y compris cette dame, elle ne savait pas qu'Éric Zemmour arrivait. Elle est quand même dans un état à Forceval de pouvoir tenir le discours qu'elle tient. On va juste écouter la suite. Bah oui, ouais. Non mais c'est te dire, elle n'a pas préparé sa journée. Toi, tu ne sens pas, tu sens qu'il y a, en gros, l'idée de dire il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de stratégie en fait jouable, c'est faux. Faux. Évidemment, il y a une stratégie, il y a quelque chose à jouer. Ouais. Oui, mais le lien, si tu veux, quand tu dis constat d'impuissance, c'est vrai que la dictologie, leur obsession, c'est le lien, c'est d'avoir un lien et un lien de suggestion. Et il y a pas de lien de suggestion plus puissant que la dépendance aux opioïdes prescrits, qui sont là pour le coup la garantie de voir les gens revenir ad vitam aeternam, voire toute leur vie. Ça, c'est une population captive, ouais. Alors. Déjà, la première manière que je pourrais me soigner, ce serait déjà qu'on me traite comme un être humain. Mais tout le monde traite comme un être humain, chère madame. Ici, ils ne sont pas vraiment traités comme des êtres humains. Honnêtement, vous l'avez vu et vous l'avez dit. On nous avait mis dans le parc comme ça, on nous a fait venir de Stalingrad pour venir ici. On a passé toutes les villes pour arriver à trouver un coin dont on peut se sentir vivant. Personne ne vous a obligé à prendre du crack. Mais qui vous a obligé à être ce que vous êtes, vous? Moi, mes parents m'ont pas obligé, mais on est libre, vous savez. Donc il faut vous soigner, on vous aidera à vous soigner. Mais il ne faut pas mettre ça, la responsabilité sur la France. Est-ce qu'on vous a proposé de vous soigner, madame,
C'est mon pays à moi. Est-ce qu'on vous a... on est d'accord. Madame, est-ce qu'on vous a proposé de vous soigner? Est-ce que vous avez eu des gens qui sont venus ici en vous disant on va vous soigner? Est-ce que c'est arrivé? Vous savez, même on me propose de me soigner. Le fait que ça fait 25 ans, on est retrouvés tous ensemble. Mais une fois que tu sors de l'hôpital, la première chose que tu penses, c'est de venir prendre une dose. Et ça, c'est pas la faute de ni dealer, ni ceci, parce que ces gens qui vendent là aussi, ils ont besoin de trouver une manière, une solution pour qu'ils puissent eux-mêmes travailler normalement. Parce que si déjà ils ne peuvent pas avoir leurs papiers, c'est nous qui deviennent les victimes. Non mais vous savez, ça c'est... Vous dormez là, madame? Vous voulez nous montrer où vous êtes? Ça vous intéresse de voir? Venez nous montrer où vous êtes, parce que c'est... On va suivre... Il y a Morandini aussi. On va suivre celle-là, mais c'est vrai que c'est intéressant de parler avec les gens qui veulent ça. C'est beaucoup de gens qui ont beaucoup à donner, beaucoup à faire, beaucoup de gens à travailler. S'il te plaît, calme-toi, on n'est pas là pour insulter. C'est ce qu'ils attendent, de voir que nous, on n'a pas d'éducation. Alors, fais-leur comprendre que non, on va regarder tout ça, il va réfléchir à ce qu'il fait, et peut-être qu'il sera un peu plus sympa avec nous. Montrez-nous, madame, c'est quoi votre vie? Votre vie, c'est quoi? C'est par terre, là? Oui, parce qu'après, c'est les riverains qui vont se plaindre. Sur la gauche? Sur la gauche? C'est où? C'est là? Ouais, là où elle dit allez-y, si vous voulez d'être ce que vous êtes. Si vous voulez ouvrir, si vous pouvez. Il n'y a que des gens. Il y a des gens. D'accord. Après, c'est du voyeurisme. Bien sûr. Comme je suis une femme, je ne sais pas trop faire, alors c'est moi la dernière à finir. Parce que c'est une situation absolument tragique. Et c'est tragique pour tout le monde. C'est une tragique pour ces gens, c'est une tragique pour les gens qui sont là, c'est tragique pour les riverains. La situation, les riverains, vous savez... au contraire, ils viennent nous aider. Non, les riverains, Stéphanie, elle était par là, mais qui dit qu'elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus. Oui, elle a bien raison d'elle n'en peut plus. Parce que nous aussi, on n'en peut plus de vivre comme ça. C'est pas une vie, monsieur. Je pense que tout le monde est victime dans cette histoire. Mais la responsabilité de l'État... Tu vois comme il modère son propos là, quand il a affaire à un être humain, du coup, oui, c'est un drame pour tout le monde, etc. Puis après, il va repartir pendant 20 minutes sur, en fait, c'est un enfer pour les riverains. Et, oui, parce qu'il est aussi interpellé par les riverains en partant, donc il repart là-dessus. Mais en fait, ce qu'on entend dire cette dame, pour moi, je pense que le début de la solution est là. C'est-à-dire, elle dit, mais moi, j'ai juste besoin qu'on me traite comme un être humain. Enfin, je pense que... C'est ça. Il faut le prendre au premier degré. Il faut le prendre au premier degré. Mais vraiment, ce qu'il dit est là. Tu veux dire que les réponses, normalement, devraient découler. À partir du moment où on considère quelqu'un comme un être humain, les réponses qu'on peut lui apporter devraient découler normalement. Oui, c'est-à-dire qu'elle est capable de dire je décide de prendre du crack, donc sécurisez-moi cette affaire, mais par ailleurs, elle a sans doute d'autres demandes qui conditionnent ce qu'elle a dit, quoi, ce qui fait, ce qu'elle a renvoyé à Zemmour. Qu'est-ce qui fait que vous êtes ce que vous êtes? Bon, hein? Et ça, voilà. Et probablement qu'il y a des choses qui viennent aussi de l'intérieur de la communauté, de ces gens qui s'auto-organisent. Et encore une fois, on va finir, on va sortir là, on va nous dire, on fait la promotion d'Éric Zemmour. La phrase qu'il dit, je la trouve tellement juste, en disant à la dame, personne vous a obligé de prendre des drogues. Et ça, mais vraiment, qui contraste. Personne, tout à mais fait. Oui, mais qui contraste avec tout l'apitoiement, l'irresponsabilisation qu'on prête aux usagers et qui m'insupporte, y compris d'ailleurs par les professionnels. C'est le seul à lui dire. Ça, personne vous a obligé, sous-entendu, elle dit bah oui, et lui, c'est votre responsabilité. Moi, j'ai décidé. Mais oui, c'est votre responsabilité. C'est vous qui décidez de faire ça. Et c'est cette même logique, en fait, qui devrait aussi accompagner tout ce qu'on fait avec un usager. C'est qu'à un moment, c'est quand même sa responsabilité. Y compris sur Forceval, hein, on pense à beaucoup de solutions. Il y en a très peu qui impliquent les usagers sur qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux. C'est que des réflexions d'extérieur. C'est-à-dire, nous, on pense qu'il faudrait faire ci, alors qu'y engager une vraie démarche où les gens se saisissent
à minima du lieu et de la vie qui s'y passe, changerait tout de suite le rapport à l'environnement. D'accord. Eh ben, ça m'apparaît être une bonne piste de recherche, hein, la solution à la scène de crack par la responsabilité de l'usager. Ouais. C'est vrai que c'est pas comme ça apparaît pas évident, surtout quand on voit des reportages comme ceci, mais ça m'apparaît être une bonne piste de travail. Enfin, c'est rompre avec ce monstre idéologique là qui s'appelle l'addiction, qui est quand même l'affaire qu'on nous vend. Alors ça, je suis pas en train de dire que ça n'existe pas. Hein. Il y a des addictions qui sont construites et qu'il faut déconstruire. Mais si tu avances masqué derrière ce mot-là qui finalement a remplacé celui de la drogue, qui avant voulait dire à peu près la même chose, c'est-à-dire quelque chose sur lequel tu n'as aucune prise, qui va te dévorer et qui finalement justifie les répressions les plus impitoyables du fait de sa monstruosité. Si tu ne romps pas radicalement avec ça, tu vas continuer à choisir les populations sur lesquelles tu vas taper et laisser les autres, puisque tout le monde en fait décide plus ou moins de consommer, laisser les autres tranquilles. Voilà. C'est le... Très bien. Eh ben, ok, on arrête. L'émission là, un truc à dire en plus? Une dernière remarque, une dernière réflexion? Non. Moi je pense qu'il faut absolument qu'on fasse un truc sur l'argent de la drogue via les processus... de laboratoires pharmaceutiques qui sont un pouvoir caché énorme dans le système addicto, et voilà, faut qu'on fasse un truc... Un complot. C'est un complot. Ça commence bien. Bon, bah à très vite alors, à bientôt.